FAP est un podcast qui croise les voix et les vécus autour de la chlordécone. Le programme Titiri de l'IREPS propose un espace de parole à ses invités. Continuons la discussion sur titiri.gp. Le dossier du scandale de la chlordécone est évidemment multidimensionnel, c'est-à-dire on a abordé les questions des médias, de l'anthropologie, de la vie des ouvriers. Aujourd'hui, on parlait de la question juridique. Si dans l'espace public aujourd'hui, on est beaucoup plus conscient de la question sanitaire que pose la chlordécone, on a pas mal de recommandations aujourd'hui en termes d'hygiène de vie. La question juridique est beaucoup moins claire parce que forcément, nous sommes beaucoup moins... nous ne sommes pas des aficionados du droit. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons, suite justement à ce non-lieu qui a été prononcé récemment, nous voulons démêler un peu les fils de la question juridique, de la question légale, en sachant que le droit en France, en tout cas pour la Guadeloupe, les Antilles, concerne le droit français. Il y a aussi une législation, on va dire, locale, mais nous sommes aussi dépendants du droit européen. Donc nous allons poser toutes ces questions afin de mieux comprendre en fait ce qu'impliquent les procès en cours actuellement. Donc nos invités aujourd'hui sur le plateau sont Éric Nabajotte, qui est politologue. Bonjour. Politiste. Politiste. Oui, oui. On va discuter justement de quelle est la nuance entre politologue et politiste. Et nous avons également avec nous Jean-Marie Flower, qui est écologue. Écologue et pas forcément écologiste. Là aussi, il y a une nuance entre les deux. Oui. Alors, est-ce qu'on peut justement parler de cette nuance? Qu'est-ce qu'un écologue? Qu'est-ce qu'un écologiste? Alors, écologiste, c'est d'abord, si on simplifie, un militant. Un écologue, c'est d'abord un scientifique. Et je me définis comme étant un scientifique avant d'être un militant, même si je peux avoir les deux casquettes, tout simplement. Et qu'est-ce que vous militez sur quelles questions actuellement, si vous êtes militant? Alors, actuellement, depuis que j'ai pris conscience du poids que je pèse sur cette planète Terre, donc ça fait une quinzaine d'années, j'essaie de faire en sorte que nos activités humaines pèsent de moins en moins lourd sur le vivant, laissent en quelque sorte de l'espace et du temps aux autres êtres vivants. Et c'est un gros chantier, c'est un énorme chantier parce qu'on part de très très loin. Depuis les Kalinago, les Nègres-Marrons de notre histoire, on a pris beaucoup de place et malheureusement on a déréglé beaucoup de choses autour de nous, les sols, notamment avec les biocides qui sont des substances qui servent en gros cides à tuer, donc tuer les herbes, herbicides, tuer les insectes, insecticides, tuer les champignons, fongicides, etc. Les pesticides, enfin. Pesticides, voilà, c'est le mot, on va dire, un peu générique, mais je ne sais pas ce que c'est qu'une peste. Donc je préfère parler de biocide, donc ça tue ce qui est vivant, tout simplement. Et en plus de tuer, parfois ce sont des perturbateurs endocriniens, comme le chlordécone, c'est-à-dire des substances qui vont mimer un petit peu nos hormones et qui vont donc détraquer le fonctionnement du corps humain, qu'il soit encore bébé dans le ventre de sa mère, ou alors une fois qu'on est né. Donc, le combat de l'association Vive, dont je suis président, c'est la promotion, la réparation, la défense des communs avec un grand C. Donc, toutes les ressources qui sont utilisées par l'ensemble de l'humanité, l'air, l'eau, la nourriture, la santé, la biodiversité, toutes ces ressources qui doivent donc être gérées aussi collégialement avec des règles qui sont définies collectivement et non pas décidées en catimini par une oligarchie ou des gens qui ne sont pas du tout représentatifs de l'intérêt justement général et encore moins de l'intérêt des générations futures. Donc là, ce qui va nous intéresser avec votre intervention, c'est autant le fait qu'en tant qu'individu, être humain, nous faisons partie de l'écosystème, d'accord, et que forcément la question de la chlordécone nous impacte directement, même lorsqu'on a l'impression que ça n'impacte que la ressource en fait. C'est-à-dire que nous devons considérer, on va dire, l'environnement plus qu'une ressource, mais comme... c'est une partie de nous-mêmes. Nous ne sommes en rien coupés de quoi que ce soit. Nous sommes tous, comme je dis souvent, interconnectés, T-E-2-R-E, ou interdépendants, pareil, T-R-T-E-2-R-E, interdépendants, interconnectés. Monsieur Nabajotte, donc vous êtes politiste et non politologue. Oui. Alors,
Comment expliquer ça? Parce qu'en fait, on passe souvent de l'un à l'autre. C'est un problème de formation. Dans ma génération, quand nous avons été formés, quand nous avons commencé nos études de droit, il n'y avait pas de coupure entre le droit et la science politique et l'économie. Et à cette période-là, un enseignant qui était agrégé en droit public, il était agrégé en droit public et sciences politiques. Très bien. Donc, en fait, vous avez une appréhension, on va dire, de la question Voilà. du droit qui est Systémique. systémique. Voilà. Et c'est ceux-là qu'on appelait les politologues. Mhm. Sauf qu'entre-temps, en 1972, on a sorti l'économie du droit en créant le DUC de sciences économiques. Et en 1973, on a créé une agrégation de sciences politiques. Mais en même temps que ces processus se développent, la science politique qui apparaissait prenait ses sources dans d'autres disciplines que le droit, en particulier dans l'anthropologie, la sociologie, avec une grosse influence de la science politique américaine. Donc on a trouvé des nouveaux objets. Et donc à l'association française de sciences politiques, on a commencé à débattre de ces questions-là. Et je me souviens d'un colloque dont j'ai encore les actes. Le colloque, c'était la science politique une et multiple. Et c'est de là qu'est apparue l'idée qu'il fallait qu'il y ait des politistes, c'est-à-dire des gens qui considèrent la science politique comme une discipline en soi, qui étudie des objets qui ne sont pas simplement des objets dérivés du droit et autres. Et c'est comme ça que certains politologues qui sont entrés dans cette voie-là ont commencé à se dire politistes, alors que d'autres ont conservé leur statut de politologue. Mais il faut dire que pour le public, il n'y a pas de différence entre les gens. Donc, on va dire que nous avons deux intervenants aujourd'hui qui vont pouvoir démêler à la fois la question du droit, puisque c'est ce qui nous intéresse, mais on ne peut pas observer cette question du droit sans s'intéresser à la question sociétale, environnementale. Donc voilà, ça va être l'objet de notre conversation aujourd'hui. Et donc, je vais donc convoquer la concalambie qui est ici, qui est justement cet objet symbolique de notre culture, qui est cet appel, en fait, cette transmission, d'accord? Et je transmets symboliquement justement la parole, je vous donne la parole, et j'aimerais savoir quel objet vous avez amené aujourd'hui pour entamer en fait notre conversation sur cette question juridique qui est liée au dossier de la chlordécone. Moi, c'est simple. Je suis arrivé les mains ballantes après avoir bien cherché des objets et je me suis dit, mais attention, mais cette question touche tous les domaines de la vie. C'est notre rapport avec la nature. Et tant entendu qu'il y a un débat nature et culture, comme si l'homme serait culture et il serait extérieur à la nature. L'homme est un élément de la nature. Et donc, l'absence d'objet, c'est le signe, pour moi, que tout est sur la table et qu'il s'agit véritablement de trouver le moyen de renverser la table pour penser un nouveau modèle de société. Très bien. Monsieur Jean-Marie Flower, qu'est-ce que vous avez amené? De mon côté, j'ai amené deux objets. Alors, un t-shirt blanc avec sur le devant un encart qui représente de façon un petit peu stylisée la statue d'un personnage de notre histoire, Ignace, telle qu'elle a été montée sur un des ronds-points en face du centre culturel Sonis à Pointe-à-Pitre, avec comme titre
Donc, on nous mâchait les traces à combattants à 1802. Cet objet, donc voilà, il traduit pour moi notre ancrage dans une histoire qui a plus de 200 ans, et 1802 en particulier, où certains hommes et femmes ont décidé de s'opposer au rétablissement de l'esclavage dans ce qui, pour eux, était déjà le combat de leur vie. Ils savaient qu'ils allaient y laisser leur vie. Ils savaient probablement aussi qu'ils n'allaient pas voir les résultats de ce combat-là. Mais ils ont transmis, comme Delgrès, un certain Dimet, à l'univers entier, donc son testament. Ils savaient qu'ils transmettaient une graine pour les générations futures. Et les générations futures, elles sont un petit peu dans le deuxième objet que j'ai apporté, qui est un gros livre, il doit faire pas loin d'1 kilo. C'est le livre Human, qui a été coordonné par Yann Arthus Bertrand, et qui fait une collection de portraits d'hommes et de femmes de partout sur la planète, et en particulier, eh bien, l'un des descendants, à mon avis, en tout cas politique, d'Ignace, Delgrès, Solitude, Masoto, etc., c'est ce monsieur, ici, qui est l'ancien président de l'Uruguay, José Mujica. Un président vraiment, vraiment différent. Il a été d'ailleurs surnommé le président le plus pauvre du monde, parce que simplement, il ose vivre exactement avec le même niveau de vie que les personnes, que les citoyens qu'il est censé gouverner, de telle sorte qu'il sache exactement quels sont les besoins de sa population. Et donc ça nous relie exactement, comme disait Éric Nabajot, au fait d'être complètement des maillons d'une chaîne, d'un réseau qui s'appelle les écosystèmes. Moi, je ne parle même pas de nature. Je parle d'écosystème, du vivant. Dans le vivant, il y a de l'humain, il y a du non-humain, mais les deux sont interconnectés. Et ça, c'est pour nous rappeler, je trouve que cet homme politique, il a vraiment, tout au long de son mandat, entre 2010 et 2015, et même avant, il n'a jamais eu de cesse, il n'a jamais eu d'autres objectifs, sans jamais parler d'écologie, mais simplement de lutter contre les inégalités, de lutter contre la surexploitation des ressources, de lutter pour une meilleure harmonie entre tous les habitants humains et non humains d'un territoire. Donc c'est intéressant parce que ce président, effectivement, qu'on voit dans un documentaire qu'on peut trouver d'ailleurs en ligne, gratuit, qui parle justement du monde de demain, il est, je trouve, symbolique de, on va dire, de l'approche actuelle, contemporaine, écologique, qui voudrait qu'on change de paradigme, comme on dit, qu'on change de modèle de société pour revenir à la terre. Enfin, ça ne veut pas dire qu'on doit tous être agriculteurs, mais de dire en tout cas qu'on doit revenir à une écologie plus... enfin, en tout cas, on devrait se réinsérer en fait dans cet écosystème. C'est un peu ce qu'il a fait. C'est-à-dire comme politique, il ne considère pas être au-dessus ni du peuple, ni de la nature. Et si on fait un petit peu, alors pas forcément d'épistémologie, mais d'étymologie sur l'écologie, oikos, c'est la maison. C'est la maison, c'est où on vit. Et logos, donc l'étude de cette fameuse maison. Donc c'est vraiment prendre conscience que quand on parle d'écologie, on ne parle pas du tout d'en dehors de l'espèce humaine, on parle de notre propre maison. Là où nous posons les pieds, l'eau que nous buvons, l'air que nous respirons, tout ça est passé par d'autres êtres vivants. Et la qualité de cette eau, de cet air, des aliments que nous mangeons, et même des ressources, toutes les ressources naturelles que nous utilisons, dépend de la santé de nos sols, de nos rivières, de nos nappes phréatiques, de nos océans, etc., etc. Tout à fait. Donc, ce qui nous amène en fait maintenant à parler du sujet qui nous réunit, la chlordécone, la pollution de nos sols pour plusieurs générations, de nos corps. On sait qu'on peut a priori décontaminer son corps. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un peu la question juridique. En filigrane, la problématique, c'est comment cela a-t-il été possible? Comment a-t-il été possible, en fait, que nos terres soient empoisonnées par la chlordécone, que nos corps soient empoisonnés par la chlordécone? Donc, la première question, en tout cas, qui nous amène,
qui va nous amener un peu dans le fil de cette histoire, c'est la mise sur le marché, ou en tout cas l'utilisation dans les plantations en Guadeloupe. Comment cela s'est-il passé? Ça a commencé, je crois, dans les années 60. Alors oui, l'histoire du chlordécone telle qu'on peut la retrouver là aussi en ligne, et puis dans pas mal d'ouvrages, ça commence effectivement deuxième moitié des années 60, avec la 1968, je crois que c'est en 1968 que cette molécule-là est proposée pour homologation à la commission des toxiques. Donc je sais plus le nom qu'elle a pris par la suite. Et la première fois que cette molécule a été présentée, elle a été tout de suite refusée. Parce que précisément, elle était trop efficace. Donc elle était tellement efficace que finalement, elle avait presque elle posait plus de risques qu'elle ne proposait davantage, en quelque C'est-à-dire sorte. trop efficace dans le sens où elle Elle tuait tuait... à trop grande échelle, en particulier les insectes, mais on peut se demander s'il n'y a que les insectes qui étaient ciblés. En fait, la plupart des spécialistes aujourd'hui, donc je fais un petit saut un petit retour vers le futur, quelqu'un comme Pierre-Henri Gouillon, donc qui est professeur retraité du Muséum national d'histoire naturelle, il dit volontiers que il a compris assez tardivement, même en tant que scientifique, à quel point tous les biocides, finalement, ça n'a pas trop d'importance de savoir si ce sont des insecticides ou des herbicides ou des fongicides, ce sont des cides. Et en gros, ce sont les fabricants eux-mêmes de ces produits qui reconnaissent que finalement, un insecticide, il va avoir un effet sur les plantes, il va avoir un effet sur les champignons, sur les vers, sur les nématodes, etc. Et c'est pareil pour tous ces produits, absolument tous. Et le chlordécone, dès les années 60, c'est l'un des produits les plus efficaces. On peut citer avec lui, dans une autre famille, le DDT, par exemple, ou d'autres encore. Tous ces produits, en fait, on oublie un petit peu souvent, ils sont nés finalement à l'occasion des dernières guerres. Première guerre mondiale, Deuxième guerre mondiale. C'est vrai qu'on ne le dit pas assez. Et ça a permis de recycler finalement des industries qui travaillaient pour des armes de destruction massive, qui étaient censées être des armes de destruction massive. Bref, je referme la parenthèse. Donc en 1968, le produit est d'abord rejeté. Et ensuite, je passe un petit peu les détails, mais il est représenté et on lui accorde une autorisation temporaire sur production d'un certain nombre de rapports de suivi de ses effets. Ces rapports, pourtant, n'ont jamais été, on n'a jamais retrouvé la trace de ces évaluations intermédiaires, et pourtant, les homologations, les autorisations temporaires de mise sur le marché, elles ont été renouvelées. La chlordécone est utilisée, en tout cas la molécule, puisqu'il y a plusieurs produits, est utilisée en Guadeloupe et en Martinique, sans réelle autorisation, enfin sans que le produit ait été réellement éprouvé. Sans qu'il ait été évalué au niveau de ses conséquences sanitaires, toxicologiques, sur l'environnement ou sur la santé. Mais le plus grave, c'est que ça ne concerne pas que le chlordécone. En fait, on est dans les années 60, donc on est dans la période dite des 30 glorieuses, l'économie grossit à une vitesse folle, on a des découvertes à tous les étages, dans tous les sens, et on a, à ce moment-là de notre histoire, l'idée d'essayer d'accumuler le maximum possible de production économique, de richesse, parce que c'est cette richesse qui est censée nous permettre de faire reculer les inégalités, la pauvreté, de mettre un terme aux famines, quel que soit l'endroit dans le monde, parce qu'on aurait suffisamment de production alimentaire, etc., etc. Donc on fonce tête baissée. Et il y a donc plein d'autres produits, à part le chlordécone, qui vont aussi qui vont connaître le même type de processus, où c'est seulement, on va dire, a posteriori, qu'on va commencer à réglementer, à rechercher. Et donc, quand on a de la chance, on se rend compte que, OK, on n'a pas forcément eu tort de l'autoriser, c'était pas si nocif que ça. Et puis, dans d'autres cas, comme pour le chlordécone, on va commencer à découvrir une dizaine d'années après, 1978, 79, avec les rapports Kermarek, par exemple, et bien que cette molécule, une fois qu'on l'a mise dans l'environnement, elle ne se dégrade pas comme ça. Et elle s'accumule d'année en année.
et elle contamine tous les compartiments, donc les sols, les nappes phréatiques, donc les sources, les rivières, et puis après les rivières, les eaux côtières. Et puis on la retrouve sur les biofilms des roches des rivières, on la retrouve dans le vivant, dans les arbres, dans les plantes, et puis finalement dans les populations humaines. Et dans le bétail aussi. Dans tout ce qui va consommer de la terre, puisque c'est une molécule qui est très fortement attachée à la terre, et également dans tout ce qui consomme de l'eau, puisque c'est dans l'eau qu'on boit, il y a toujours un petit peu de débris de terre, des Comme microparticules. aujourd'hui, on parle aussi de la pêche, enfin, voilà. Et bien évidemment, Peut qui être dit eau, contaminé. dit eau douce, et toute l'eau douce, de toute façon, elle rejoint la mer d'une manière ou d'une autre, et donc même les eaux côtières marines sont aujourd'hui contaminées par un produit que pourtant les pêcheurs n'ont jamais utilisé de toute leur vie. Donc voilà la situation dans laquelle on est 50 ans après. Et il faut quand même se poser la question, est-ce que toute cette séquence d'événements, elle aurait pu se produire si on avait été dans la Beauce, en Alsace ou ailleurs dans une autre région de France, par exemple? La question mérite d'être posée, en tout cas, même si il faut reconnaître que la situation des Antilles, probablement, on est les canaris dans la mine, et avec d'autres produits comme les PFAS, alors je ne vais pas, qui sont des composés, donc là aussi, des composés organiques, qui sont au moins aussi indestructibles que le chlordécone, peut-être même davantage, et qui contaminent absolument toutes les chaînes alimentaires, avec le chlorothalonil, donc, dont on a parlé récemment, et qui est un composé qui est aussi un insecticide, qui a été utilisé en France hexagonale, qui a été interdit il y a quelques années, mais qui se retrouve dans pratiquement un tiers des captages d'eau de France hexagonale. Donc il n'y a pas loin de plus de 20 millions de personnes qui sont exposées à ce produit-là, et on se gratte la tête pour savoir comment l'éliminer. Donc en fait, nos situations en Guadeloupe, Martinique, on est peut-être finalement les éclaireurs de ce qui va se passer ailleurs dans d'autres pays, pas très loin, enfin, en tout cas dans le même pays que le nôtre, la France, ou dans le même continent. J'allais justement aller dans votre sens. C'est l'idée que quelque part, ce qui se passe aux Antilles, parce que ce sont des territoires extérieurs en fait, à l'Hexagone, où on sait qu'il y a eu des pollutions chimiques, si on prend les essais nucléaires dans le Pacifique, etc., qui se passaient à l'extérieur de la France. Aujourd'hui, avec un modèle qui s'accentue et qui s'aggrave de manière exponentielle, le modèle capitaliste, etc. On a parlé justement des 30 Glorieuses, comment on change à l'époque déjà de paradigme dans la consommation, etc. Parce qu'il y a la production, mais aussi la consommation des populations, où on vient sur des formes de nourriture aussi plus industrielles, etc. à cette époque. Aujourd'hui, on va voir ce qui existe en Guadeloupe se démultiplier dans des espaces avant qui étaient peut-être plus protégés, en tout cas l'Hexagone. Donc, Monsieur Nabaj, donc, qui est politiste, comment est-ce qu'on peut analyser justement déjà la question de la mise sur le marché à l'époque, dans les années 60, le contexte guadeloupéen? Je pense que ça part de beaucoup plus loin que ça. Tout ça, à mon avis, part de au moins deux idées. L'idée de progrès et l'idée de modernité. Je ne sais pas si on prend le temps de réfléchir sur ce qu'on a finalement intégré dans la tête, que les sociétés progressent. Les sociétés se modernisent. À tel point que nous-mêmes, quand on parle de la Guadeloupe, eh bien, en tant longtemps, ça t'est comme ça. Je déteste cette formule parce que quand je vois, par exemple, une photo me disant « en tant longtemps », il faut que je la date pour m'apercevoir que ce « en tant longtemps » là, il n'est pas si loin que ça. Donc, dans le monde, on fonctionne avec cette idée que le monde progresse. Sauf qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que dans toute cette progression-là, quand on arrive au milieu de l'année,
on a consommé les ressources de l'année et donc on vit à crédit le reste de l'année. Donc ça veut dire qu'on ne progresse pas. Et qu'est-ce qu'on a mis dans cette idée de progrès? Le progrès capitaliste, basé sur pas simplement la recherche du profit, mais la recherche de certains nombres de moyens pour régler les problèmes auxquels on est prétendument confronté et apporter des solutions, quitte à intervenir dans les domaines de la recherche. Et on a attribué comme mission à la recherche de nous fournir des solutions pour régler des problèmes concrets que l'on rencontre. Je prends 2 exemples qui n'ont rien à voir dans ça, mais qui vous permettront de comprendre. En Guadeloupe, on est en train de multiplier les ronds-points pour s'adapter aux voitures. Moi, je veux bien, mais moi qui réfléchis un peu sur le temps long, je vois que toutes les zones qui sont à côté des ronds-points sont devenues des zones inondables, puisqu'on a surélevé là, et toutes les maisons qui étaient sur ces passages-là, eh bien, ils sont en dessous du niveau de la route. Circuler et regarder l'environnement pour voir ça, c'est ça qu'il fallait faire. Quand on a voulu régler les problèmes de l'insalubrité de Pointe-à-Pitre, qu'est-ce qu'on a fait? On a fermé les canaux qui faisaient circuler l'eau pour sortir de la ville, aller dans la mer. Moi, dans ma jeunesse, parce que moi, j'ai grandi à la rue Frébeau, mais j'ai grandi aussi à un quartier qui n'existe plus, le quartier de Zino. Derrière le cimetière, je partais avec des pêcheurs, derrière le cimetière. Et je fais partie de la génération qui a manifesté pour qu'on ne construise pas le stade de Bergevin parce qu'il fallait, là, intervenir sur la mer. N'oubliez ça. On a fait ça. On a bouché les canaux, on a mis des buses. Mais en même temps, on a amélioré l'habitat des gens. Ça, c'est clair qu'on a amélioré l'habitat. Mais on a créé de nouvelles nuisances et on est embarrassé avec ça. C'est ça qu'il fallait faire et on continue à le faire. Arrêtez! Alors c'est intéressant ce que dit Éric Navajotte. En fait, il pose la question des contreparties. Chaque fois qu'on fait quelque chose pour résoudre un soi-disant problème ou quelque chose qui est considéré à un certain moment, dans un certain contexte, comme un problème, ça a toujours des contreparties. Et c'est pour ça que je dis que vraiment, la chlordécone s'inscrit dans un système. Moi, j'observe que les raisonnements qu'on tenait au moment où il fallait faire adopter la molécule, même en Guadeloupe, on continue à les tenir dans d'autres domaines. Et dans 20 ans, on va venir me vendre, avec les mêmes qui défendent ça aujourd'hui, on va venir me vendre que c'est un scandale. Mais le scandale, il est dans notre tête aussi. À un moment donné, il faut reconstruire le modèle. Alors, pour en arriver à ce cas précis, on parle d'un phénomène. On est en train de construire une espèce d'agriculture intensive. Alors, c'est très bizarre, hein? Une agriculture intensive sur un tout petit territoire comme ça. Bon. Il y a plusieurs agricultures intensives. Oui. Elle peut être écologiquement intensive ou industriellement intensive. Sauf que, c'est pas la même chose. Tu ajoutes un mot dont personne ne parle. Et oui. Je n'ai jamais entendu un politique me parler d'agriculture écologiquement intensive. Ça, c'est le langage à nous parce qu'on a un autre rapport avec la nature. Donc là, on peut avancer ça. Et donc, on parle d'un petit phénomène, tout petit phénomène. Le charançon, il attaque la banane. Il faut trouver quelque chose. Il y a des produits sur le marché, on les utilise. Ils ont une autorisation provisoire, on les utilise. Mais qui s'est battu pour faire ça? Ceux qui sont producteurs de bananes. Et quand ensuite arrive le moment où les États-Unis enlèvent le produit du marché, on se dit, ce produit-là, il faut l'enlever, eh bien ce sont ces gens-là qui vont aussi intervenir pour dire nous avons besoin d'une autorisation
supplémentaires. Et ils agitent des discours que j'entends tout le temps aujourd'hui dans d'autres domaines. 1. Nous avons des stocks qu'il faut écouler. 2. On va changer quand on va trouver un nouveau produit. 3. Si on ne le fait pas, ça aura des conséquences sur l'emploi et sur l'économie. Ce n'est pas des choses que vous entendez dans d'autres domaines que le chlordécone, ça. Mais voilà comment on en arrive là. Et, bien sûr, quand on vend ça comme ça aux politiques de l'époque, et c'est pour ça que je dis qu'eux, ils ne parlent pas d'agriculture intensive écologiquement. Eh bien, ils entendent ça. Moi, j'ai leurs photos où ils votent à plein bras pour le renouvellement de l'autorisation alors que le produit est interdit. Les mêmes que j'entends dans ma télévision me disent que c'est un scandale hein, aujourd'hui. Bon, je ne leur en veux pas, c'est l'état de leur connaissance. Et c'est là où j'arrive sur l'illusion scientifique. C'est-à-dire qu'il va se trouver des gens aussi pour produire des rapports, pour dire oui, effectivement, c'est une molécule qui est toxique, mais finalement, le taux de toxicité est plus faible qu'on ne le croit. Donc, on va, comment dire, Autoriser une petite dose. voilà, on va autoriser et on va dire que, effectivement, le corps peut l'éliminer. Le corps peut l'éliminer, mais ce qu'on prend tout le temps, il va nous éliminer. Oui, et c'est un peu, donc quand on parle d'illusion scientifique, c'est un peu justement ce qui est tout possible, hein, quel que soit le domaine de recherche, c'est de manipuler en fait les données, parce qu'on sait qu'on peut, c'est l'expression que j'avais vue dans un documentaire qui dit contaminer mais conforme, et que c'est contaminé à une certaine échelle, mais on va décider qu'il y a des choses qu'on ne prend pas en compte pour arriver à une conformité. Donc ça, c'est quelque chose, mais qui me tient fondamentalement à cœur. Je ne suis pas en train forcément d'attaquer les scientifiques. J'attaque surtout les conflits d'intérêts. Quand quelqu'un travaille pour un labo et que c'est lui qui fait le rapport, j'aimerais savoir à quel moment il prend le recul nécessaire pour ne pas être, ce qui est tout à fait normal dans son métier, le fondé de pouvoir du labo. J'aime pas un scientifique qui se comporte comme un avocat. Parce que aller dans le même sens. sa vérité, c'est la vérité de son client. Point. Tout à fait. Alors, Jean-Marc, Pour aller dans le même sens, justement, dans le processus d'autorisation, disons, alors pas du Képone, mais du Cuolone, en 1980, la commission des toxiques de l'époque, on a appris, grâce à des investigations de Radio France, pour ne pas la nommer, que c'était loin d'être une commission indépendante et qu'il y avait, en plus de scientifiques libres de tout conflit d'intérêts, il y avait aussi des représentants de l'industrie, des lobbies phytopharmaceutiques qui, tout évidemment, ont poussé à la roue pour distiller un petit peu, pour détourner les messages et apporter ce que j'appelle des armes de distraction massive. Après les armes de destruction c'est le massive. sens même du lobbyisme, ce qu'on a fait. Et j'ajoute un autre élément. Une fois qu'il y a ce rapport avec des scientifiques, il y a aussi un rapport avec l'administration. Moi, je veux bien, hein, un politique, il décide, oui, mais souvent sur la base des éléments qui lui sont fournis par son administration. Et on n'étudie pas suffisamment ce rapport-là, qui fait que, quelquefois, vous allez signer un certain nombre de choses sans tout vérifier, parce que tout vérifier, c'est refaire tout le travail. Donc, quelqu'un qui a une activité de lobbying, il ne va pas aller forcément voir le politique, il va aller voir ses services. Et il va construire, si vous voulez, un certain nombre d'idées qui seront portées par les services. Et derrière, je prends un exemple qui me concerne. Moi, j'étais doyen d'une fac pendant pas mal d'années. Un gars vient me voir. Il est hors délai. Les TD
les travaux dirigés ont déjà commencé. Et il veut s'inscrire. Je lui dis non. Mais je lui dis non en lui expliquant qu'il arrive un mois après le début du TD. Donc, qu'il sera dans l'incapacité de suivre. Il s'en va. Et puis un jour, je suis dans la cour, ce monsieur est inscrit. C'est moi qui l'ai inscrit, mais il connaissait des gens de l'administration. Eh bien, on l'a inscrit. Moi, j'ai réglé le problème. Il a contourné. Hein? Il a contourné là. Ben oui, il a contourné. Et on l'a inscrit. Seulement, c'est ma responsabilité. J'ai rien dit. Mais je suis allé le voir à la fin de l'année, puisqu'évidemment, il a échoué. Il a dit, vous voyez, vous gagnez. Et j'ai réglé mon problème avec l'administration, parce que comme je suis directeur, j'ai un pouvoir de notation. Donc, à la fin de l'année, quand on fait le bilan, on dit, vous gagnez, hein? Où est-ce que monsieur là? Je n'ai pas vu le dossier. Alors, tu comprends que tu ne pourras pas avoir une belle note à y chercher le syndicat. Donc, ce rapport-là, il faut le comprendre aussi. Comment l'administration a joué un rôle dans le processus d'attribution, d'autorisation, alors que le produit est interdit. Ça permet de comprendre les discours d'un certain nombre de politiques responsables mais pas coupables. Je ne justifie pas ça, hein? Mais je dis ça permet de comprendre ça. Donc là, on a fait le point donc, sur les dérogations successives. Ouais. D'accord. À quel moment, ou quel est l'événement en tout cas, qui va amener à finalement l'interdiction de la chlordécone, ou la suspension en tout cas de cette autorisation? Alors, de ce dont je me rappelle, c'est tout simplement l'accumulation des connaissances, des résultats, donc de l'OMS dès 1979, l'Organisation mondiale de la santé, puis des études qui sont menées au fil de l'eau et qui se rendent compte que on teste le chlordécone sur les rats, c'est pas bien, on commence à trouver, on trouve même du chlordécone chez les chauves-souris, dans les grives à pattes jaunes, enfin un peu partout. Et on se dit que s'il est là, il est aussi forcément dans les populations humaines, probablement. Et on commence à faire des mesures. Et là, on se rend bien compte que la France, finalement, est quasiment le dernier pays européen à ne pas avoir fait ce que beaucoup d'autres pays, quasiment tous, ont fait avant. C'est-à-dire interdire ce produit qui est beaucoup trop dangereux. On est en 1990, mais comme l'a rappelé Éric Nabajotte, il va y avoir un petit peu deux poids, deux mesures, enfin un poids, deux mesures, et donc le produit va être prolongé, son utilisation va être prolongée à ce moment-là, jusqu'en 1993, sous des motifs un peu, voire même très très fallacieux, puisque les stocks qui étaient censés exister, en fait, ont été constitués, justement, pendant cette période-là. Donc ça pose plein de questions. Mais au-delà de ça, mais on va certainement y revenir après, la vraie question que ça pose, c'est quels sont les textes juridiques qui ont permis que ce système, qui est finalement un petit peu fou, puisse se mettre en place et continuer de se... Voilà, c'est ma question suivante, c'est comment justement on justifie d'un point de vue légal, d'un point de vue juridique, sur quel texte on s'appuie pour permettre en fait cette utilisation qui est a priori illégale, hein, et qui est toxique pour la société, etc. Sur quoi on s'appuie et quelles sont les étapes cruciales qui vont amener justement au procès actuel? On s'appuie sur aucun texte. On s'appuie sur des raisonnements politiques et qui sont courants. Il faut trouver une molécule de remplacement. On ne l'a pas trouvé, donc on continue pendant un certain temps. Ou une molécule ou un procédé, parce que maintenant, on a des pièges chimiques, des pièges à phéromones, donc, qui attirent les charançons sans les empoisonner. Mais oui, mais voilà. Nous battons ça, ou tout au moins. Ça existait, mais on n'avait pas encore pris conscience qu'il fallait partir de ça. L'agriculture raisonnée, par exemple, utiliser plusieurs éléments. Donc, c'est des discours classiques que l'on a utilisés, puisque tout texte peut avoir des dérogations. Je rappellerai
aussi que dans le même ordre d'idée, nous avions un collègue à la fac des sciences, le docteur Manusso, qui travaillait sur ces questions-là et aussi sur les questions d'empoisonnement de l'eau, et qui travaillait particulièrement sur la désirade, et qui s'inquiétait du fait que les gens de la désirade, en consommant une eau contaminée, faisaient de plus en plus d'accidents intestinaux. On a menacé de mort à la désirade. La population a menacé de mort à la désirade, quand on l'a qu'à comprendre. Magnusso a été obligé de repartir, alors qu'il travaillait avec nous à l'université, et nous, on a fermé leur gueule. On ne l'a pas soutenu suffisamment dans cette histoire-là. Donc, il y a... Les responsabilités sont... Ces questions de responsabilité, c'est bien de vouloir engager la responsabilité des autres, mais tous, nous avons eu une responsabilité qu'on n'a pas assumée. Oui, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs... Chacun doit balayer devant sa porte. Mais bien aussi, sûr, bien sûr. Et Alors- vous posiez la question tout à l'heure de sur quel texte on s'est appuyé. Moi, je ne dirais pas forcément qu'il n'y a eu aucun texte, mais en tout cas, tous les textes sur lesquels on a pu s'appuyer, que ce soit pour autoriser ou pour interdire, c'était des textes ambigus. Et ils sont ambigus justement pour pouvoir être un petit peu une espèce de couteau suisse, de boîte à outils, où on peut les utiliser un peu selon le sens du vent, selon le sens des intérêts. Et précisément, c'est précisément là où il faudrait peut-être, je dis carrément, il faudrait revoir la Constitution, revoir la charte dite de l'environnement, qui en fait n'est pas du tout une charte qui protège l'environnement. Elle ne protège pas du tout le vivant non humain. Elle est là pour donner aux humains le droit à un environnement sain. Mais ce n'est pas du tout quelque chose de suffisant quand on voit la situation dans laquelle on est maintenant. D'effondrement de la biosphère. Qu'est-ce qui cause l'effondrement de la biosphère en France, en Europe ou ici? C'est l'utilisation de ces fameux produits toxiques qui tuent absolument tout. Les insectes, les oiseaux, les vertébrés, etc. Donc, avant de revenir sur cette question, on va y revenir dans les recommandations. Est-ce qu'on peut parler justement des procès en cours? C'est-à-dire, comment s'initie le premier procès pour le dossier de la chlordécone et les procès qui vont suivre. Vous venez d'écouter FAP, Fricassé à parole. Ce projet est propulsé par l'IREPS Guadeloupe Saint-Martin-Saint-Barthélemy, financé par l'ARS et produit par EWAG. Retrouvez tous nos épisodes sur titiri.gp.